Ravi de vous retrouver pour une heure d'édition spéciale de Défense. Pour commencer, vous avez vu l'actualité bien évidemment entre samedi et dimanche, cette attaque iranienne et cette réussite de la défense antiaérienne israélienne. Et pour mieux en parler, je reçois le général de brigade de réserve Zvika Khaimovitz. Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette réussite? Pourquoi cette réussite de la défense antiaérienne israélienne? Écoutez, je pense que ce n'est pas la première fois que nous nous mesurons à des attaques de missiles et de menaces qui nous viennent de l'Iran, avec du matériel iranien. Tout ce que nous avons connu depuis 6 mois ici, par les Houthis, le Hezbollah ou les milices irakiennes, c'est du matériel iranien. Et pourtant, ce qui s'est passé le dimanche, ça a été une attaque qui nous venait du territoire iranien, et c'est donc en cela différent. La deuxième chose que nous avons vu, c'est une question de masse, de centaines de missiles, de drones, de missiles balistiques et de croisières. Face à tout cela, nous avons tout un système qui s'est préparé, qui s'est déployé, qui était prêt avec beaucoup de strates de défense, mais aussi à l'offensive, les forces de la coalition, les forces de la force aérienne et les avions de combat, et une défense aérienne au sol. Et en fin de compte, nous avons vu que tout ce système s'est exprimé pleinement. Ça a été un succès phénoménal, vraiment un scénario extrême. Ce n'est pas quelque chose que j'avais vu jusqu'aujourd'hui. Il faut dire que c'est le plus important tir qu'il y ait eu dans l'histoire de missiles balistiques à une distance énorme depuis l'Iran vers Israël. Et donc, nous avons construit le système Arrow, le Hetz, et donc la boussole était tournée vers l'Iran. Et 25 ans plus tard, nous voyons les centaines de missiles balistiques de longue portée qui arrivent de l'Iran vers Israël. Et donc, chacun de ces missiles, et on a vu des modèles de ces missiles, eh bien, c'est pratiquement une demi-tonne d'explosifs. Donc, vous pouvez comprendre l'importance de la menace. Et c'est donc, encore une fois, un succès extraordinaire. Mais comment on délimite justement cette coopération internationale? On délimite cette zone. Qui fait quoi? Et qui opère où? Excellente question, parce qu'en effet, cette question de la défense régionale, ça a été un des changements de paradigme dans cet événement. Moi, quand j'étais au commandement de la défense aérienne, on a mis en place cette idée de défense régionale, donc avec l'aide américaine sur zone, puis d'autres pays qui se sont joints à cela pour leur intérêt. Israël est un petit État étroit. Et la seule façon d'avoir une profondeur entre nous et la menace, c'est de créer un lien entre des intérêts communs. Et donc sur des zones communes, et pour mettre tout cela en place de manière harmonieuse, ce qui permet de coopérer au niveau de l'information, de partager l'information, et ça donne une préalerte à Israël. Donc l'idée, ça a été de créer une architecture qui relie tous les acteurs sur la région, dans la zone aérienne, au sol, en mer, pour avoir une seule image balistique complète. Chacun y apporte sa part, ce qui permet de maximiser vos capacités. Et en fait, ce que nous avons vu dimanche, c'est un exemple qui exprime cette capacité. Donc, ça n'est pas un travail des 10 derniers jours, c'est un travail de longues années pour créer cet engagement, pour créer ces liens, pour créer ces infrastructures et ces technologies, s'y entraîner pour arriver au moment de vérité où l'on voit une patrouille d'Américains et d'Européens qui est dans la partie orientale, et puis des avions jordaniens qui détournent des drones iraniens. S'il y a 15 jours, on m'aurait dit que des Jordaniens auraient détruit des drones iraniens qui venaient vers Israël, je l'aurais hospitalisé en hôpital psychiatrique. Et en fait, ensuite, il y a les réactions d'Israël. Donc, il y a beaucoup de strates à l'avant, à l'arrière, et donc à l'avant sur cette défense régionale, cette coalition internationale, pour filtrer les masses qui arrivent, pour qu'il y ait un minimum qui arrive jusqu'en Israël, et donc Israël peut alors se concentrer sur ce qui arrive sur son territoire. C'est donc ça toute la conception de la défense régionale qui a fait des preuves éclatantes évidemment samedi soir.
Donc les chiffres officiels, si je comprends bien, Tsahal a intercepté 60% des projectiles, le reste du monde 40%. En gros, la question est simple. Tsahal n'aurait pas pu faire sans la coalition internationale. Je pense que la réponse est dans la question. Quand nous disons qu'en fin de compte, les forces de la coalition ont réussi à empêcher environ 40%, donc plus d'un tiers des menaces, ça veut dire qu'ils ont là un rôle critique et essentiel. Ce n'est pas marginal, ce n'est pas rien, ce n'est pas une petite menace, mais quand vous parlez de 30 à 40% que la coalition à l'Est ont pu filtrer avant d'arriver en Israël, ça veut dire que leur rôle est très important, ce qui veut dire que leur rôle est essentiel et ça veut dire que leur fonction dans toute cette architecture de défense de l'État d'Israël depuis l'Est est très important. Et certainement, plus ce processus avance et plus les menaces iraniennes vont croître, je suis d'accord pour dire qu'il s'agit de scénarios de réaction à des réactions et les Iraniens ont tiré 350 ou 400 armes. Si le conflit est plus important, mais qu'il n'y en a pas 400, mais 700 ou 800, donc le rôle de cette coalition et de cette défense régionale est essentiel. C'était important dimanche dernier et sans aucun doute, plus nous avancerons et plus ce conflit israélo-iranien qui se poursuivra, la coalition internationale aura un rôle très important et je pense qu'il est trop tôt pour renoncer à cette partie-là. Il ne faut pas du tout y renoncer dans toute la conception de la défense de l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez justement que la coalition internationale doit être aux côtés d'Israël, non pas que dans la défense, mais également dans la contre-attaque ? Excellente question. Je pense que vous parlez de créer un intérêt commun et un engagement à ces intérêts. Et pour cela, il doit y avoir une réciprocité et tout au long du chemin. Si nous construisons ici une conception qui n'est bonne que pour certaines situations, que pour une partie des acteurs, alors il est évident que cela fendira cette coalition et la fragilisera. Et donc, je pense que la force de cette coalition, c'est de pouvoir œuvrer de concert comme un seul point, tant sur l'offensive que sur la défensive. Plus nous préserverons tous les acteurs dans leur engagement à tout ce qui concerne tant la défense que l'attaque contre l'Iran, nous réussirons. Je tiens à rappeler qu'en fin de compte, la menace de l'Iran n'est pas seulement contre Israël. L'Iran menace tout le monde occidental. L'Iran est un État terroriste qui soutient, finance, entraîne les organisations terroristes les plus extrémistes qui menacent Israël, mais aussi l'Europe, les États-Unis. Et donc, cette coalition a un message très important face à l'Iran. Faites bien attention, le monde entier est contre le terrorisme iranien et pas Israël seul. Et donc, dans la défense et dans l'attaque, cette coalition est essentielle. Zvika Khramovitz, est-ce que vous êtes d'accord avec l'actuel chef d'état-major qui dit qu'Israël doit riposter en Iran, principalement en Iran? Je ne connais pas d'État. Prenons la France comme exemple. Si demain matin, un ennemi menace la France, et non seulement menace, mais tire 350 ou 400 armes vers la France, est-ce que quelqu'un imaginerait le lendemain, même si nous avons réussi à stopper la majorité des menaces, est-ce que quelqu'un penserait que l'on peut passer à autre chose et faire comme si de rien n'était? La question n'est pas de savoir s'il faut réagir, la question c'est de savoir quand il faut réagir et comment il faut réagir. Il y a un instant, on a parlé de la coalition qui doit faire partie aussi de la défense, mais aussi cette question de temporalité. Et donc, maintenant, les Iraniens sont ceux qui doivent avoir peur et sentir qu'ils sont poursuivis, sont ceux qui doivent sentir qu'ils sont insécures, et il ne faut pas leur donner l'information de où et quand nous allons répliquer. Il faut le faire en coordination. Il faut vérifier le bon moment et il faut aussi choisir les objectifs et les cibles. Il faut que cela soit symbolique de la capacité militaire iranienne. Je pense qu'Israël n'a rien contre le peuple iranien et donc ils ne doivent pas être des cibles civiles mais des cibles militaires qui menacent directement Israël et menacent directement de troubler l'ordre national et régional tant en Israël qu'au Proche-Orient
Proche-Orient qu'en Europe. Zvika Abramovich, l'armée israélienne a publié les restes d'un missile balistique long de plusieurs mètres. C'est quoi l'arsenal des Iraniens ? Ce qu'on a vu hier, ça n'est pas un missile, c'est une partie de ce missile. C'est en fait son réservoir de carburant. Et si je ne me trompe pas de ce que j'ai vu à l'image, comme on les voit maintenant, c'est une partie de l'IMAD, un des missiles balistiques modernes de l'Iran, porté de 1700 km. Ce que nous voyons ici, ce n'est que le réservoir de carburant. Et sa partie avant, il y a l'ogive offensive qui n'est pas là. Et en fait, cette partie, c'est une partie brisée après que le missile Khetz ait détruit l'ogive et empêché l'explosion. Et ensuite, c'est cette partie qui a continué à voler, non pas vers la cible qu'il visait, et c'est tombé en mer morte. Cette partie du missile vous montre deux choses. On peut voir ici d'abord la taille. Le missile fait 12 mètres et là, ça n'est qu'une des parties de ce missile. Ça vous montre quel potentiel il y a sans explosif, quelque chose comme ça qui tombe sur une zone non protégée ou sur une maison. Qu'est-ce que ça peut causer comme dégâts? Et la deuxième chose, cela vous montre le potentiel létal des missiles dont on parle. Ce sont des missiles de 700-750 kilos d'explosifs. Ce sont parmi les missiles avec le plus grand potentiel qu'ils ont les Iraniens, et ce n'est qu'une partie de ce qu'ont lancé les Iraniens dimanche. La vraie question finalement, c'est est-ce qu'il reste suffisamment de stock à Israël en termes de missiles antimissiles si jamais il y a une nouvelle confrontation avec l'Iran? Si l'Iran, avec le scénario de dimanche, a lancé une centaine de missiles balistiques, et nous ne sommes pas encore en guerre, nous sommes que dans le scénario de réaction à une action qu'on attribue à Israël à Damas, et un État lance 100 missiles de ce type en réaction, on peut supposer qu'ils en ont énormément en réserve. Combien, je ne sais pas, mais je pense qu'il s'agit de au moins 1000 ou 2000 missiles de ce type. Donc la quantité n'est pas le problème du côté iranien. Merci Zvika Abramovich d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Précisons, Océane Nicole, merci de m'avoir rejoint, que nous avons travaillé ensemble et coopéré dans cette interview. Océane Nicole, il y a le rôle d'Israël, le rôle des Américains aussi. Tout à fait, le rôle des Américains qui a aussi donc participé à intercepter les drones et les missiles tirés par l'Iran. On l'a entendu, 40% des drones et des missiles tirés par Téhéran ont été interceptés par la coalition. Les États-Unis, c'est le seul pays qui détaille précisément ce qu'ils ont concrètement détruit. Ils ont intercepté 80 drones et 6 missiles balistiques. Ça a été affirmé par le CENTCOM, le commandement central des États-Unis. Tout ça, ça a été intercepté par 2 destroyers, 2 navires de guerre qui opèrent dans le nord de la mer Rouge. C'est d'ailleurs les mêmes navires qui tirent et qui ripostent lorsqu'il y a des missiles lancés par les rebelles Houthis. Il y a eu aussi des avions de combat, des F-16, F-18 et F-35 qui ont aidé à intercepter ces missiles. Ces missiles, ils ont été tirés à la fois de l'Iran, mais aussi depuis le territoire du Yémen. Et au total, il y a aussi 7 drones qui ont été détruits au sol avant même leur lancement. Ça, c'était cette fois dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Donc, c'est finalement les réelles précisions que l'on a concernant les interceptions qui ont aidé Israël, puisqu'on rappelle, 60% de ces drones ont été interceptés par l'armée israélienne et 40% ont été interceptés que ce soit par les alliés et donc notamment par l'armée américaine. Alors c'est parfait parce que justement Joe Biden, le président américain, a salué le travail de ses pilotes. Écoutez, c'est assez émouvant. Il faut le dire, vous êtes les meilleurs au monde. Oh, merci. Je n'exagère pas. Vous êtes 2 escadrons incroyables, absolument incroyables. Vous avez joué un rôle essentiel, vous avez sans doute sauvé de nombreuses vies. Les États-Unis ont aidé Israël à abattre la quasi-totalité de ses missiles grâce à des compétences exceptionnelles. Vous êtes formidables. Monsieur le Président, merci pour ces paroles. Ici, le lieutenant-colonel Curtis Culver, commandant du 494e escadron. Nous sommes très fiers d'avoir apporté notre contribution, monsieur. Vous êtes vraiment remarquable. Je m'excuse pour mon enthousiasme. Je devrais être plus réservé normalement. Pas du tout, monsieur. Nous sommes fiers d'être américains.
C'est vous qui me rendez fier. Et je ne dis pas ça comme ça, je le jure devant Dieu. Vous êtes incroyable. Merci, Monsieur le Président. Continuez comme ça et faites attention à vous. Et puisqu'on vient de parler des États-Unis, Michael Waltz, membre de la Chambre des représentants pour la Floride, pour le Parti républicain, merci d'être avec nous. Le président américain a dit « don't » aux Iraniens et les Iraniens ont répondu « we do ». Votre explication? Honnêtement, je pense qu'en ce moment, nos ennemis et certains de nos alliés ne respectent pas le pouvoir de dissuasion, ni la force de notre président. On assiste donc à un scénario où la Russie, l'Iran et la Chine sont en train de progresser et où le terrorisme refait surface dans le monde. Vous pouvez avoir l'armée la plus puissante et la plus compétente au monde, si vos adversaires ne croient pas en votre volonté politique pour l'utiliser efficacement, ils ne vous écouteront pas lorsque vous leur direz de ne pas faire quelque chose. Le soutien militaire des États-Unis avec Israël a été quand même sans précédent dans cette attaque iranienne. Vous avez écrit quand même sur les réseaux sociaux que cette attaque était quand même la résultante de la politique interne aux États-Unis. Ça mérite quand même une clarification. Il y a eu des réussites du côté de la défense aérienne d'Israël ou encore au niveau de la coopération militaire avec les États-Unis et avec certains alliés du Golfe à la suite des accords d'Abraham. Je pense que les succès sont là. Mais il y a un problème qui vient de l'administration Biden. Le président Biden a une volonté d'apaiser l'Iran. Le problème, c'est son souhait de vouloir rapprocher l'Iran des pays du Moyen-Orient en pensant que l'Iran, le régime et les ayatollahs seront les acteurs responsables. Alors qu'en réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est dominer le Moyen-Orient, rétablir l'ancien empire perse, détruire Israël et évincer les États-Unis du Moyen-Orient. Le régime iranien ne comprend que la force. Malheureusement, les méthodes douces et la diplomatie ne fonctionnent pas avec eux. Je pense que les tentatives de renouveler un accord sur le nucléaire iranien ont clairement démontré le non-respect des sanctions et maintenant cette attaque historique directe contre Israël l'a aussi prouvé. Mais vous dites en même temps, Mike Waltz, que le problème, c'est le problème interne aux États-Unis, c'est notamment les électeurs au Michigan. Ça veut dire que pour vous, Joe Biden est plus soucieux de ses électeurs du Michigan que de la situation au Proche-Orient. L'approche passive qui est privilégiée, c'est des escalades, comme l'appelle l'administration, c'est le résultat de la gauche progressiste aux États-Unis. Les militants pro-palestiniens et pro-Hamas sont très présents au sein du Parti démocrate dans l'extrême gauche. Les sondages ont montré à plusieurs reprises que le président Biden a un problème auprès de ses électeurs, donc il est en train de changer sa politique parce que nous sommes dans une année d'élection pour pouvoir plaire à ses bases électorales. Dans l'État du Michigan, plus de 100 000 démocrates se sont déplacés en plein hiver lors de primaires pour voter et se faire entendre pour montrer leur désaccord avec le président Biden. Il a remporté le Michigan avec seulement quelques milliers de voix d'avance sur le président Trump, alors que des centaines de milliers de démocrates protestent en votant contre lui. C'est un énorme problème pour la Maison-Blanche. Il ne pourra pas être réélu s'il perd le Michigan. Aujourd'hui, le président Biden est en train de s'éloigner de notre allié le plus fort au Moyen-Orient à cause de questions de politique intérieure. Et c'est malheureux et dommage, selon moi. À ce sujet, Steve Scalise, votre leader au Congrès, a appelé Benjamin Netanyahu pour lui dire que votre parti soutiendrait toutes, je le cite, les décisions que prendrait Israël en réponse à l'attaque iranienne. Sont pour vous une déclaration populiste pour contrer le président Biden ou au contraire, il y croit ? Écoutez, nous partageons des valeurs avec Israël. On coopère au niveau des renseignements et au niveau militaire. Les liens sont très forts entre nos deux pays. Certains membres de mon parti sont très inquiets, très méfiants à l'idée d'impliquer militairement les États-Unis dans un nouveau conflit au Moyen-Orient, surtout après les guerres en Irak et en Afghanistan. Il y a des inquiétudes, mais on soutient tout de même Israël. On comprend que le pays est au milieu d'une guerre et qu'il se bat pour continuer à exister. Si le cercle de feu dont l'ayatollah parle sans cesse se concrétise avec le Hezbollah, le Hamas et les milices en Syrie et les Houthis dans le sud, maintenant avec des attaques directes de l'Iran, ce serait terrifiant pour tout le monde. Que Dieu nous vienne en aide si l'Iran parvient à se doter de l'arme nucléaire. Je pense que le soutien à Israël est réel et solide. Il faut maintenant clarifier le rôle des États-Unis. Nous devons être prudents quant à nos engagements, surtout face à la menace croissante de la Chine. Mais je ne pense pas qu'il faut remettre en question le soutien du Parti républicain à Israël. Donald Trump a lui-même dit qu'il fallait en finir
avec la guerre au plus vite à Gaza, selon ses propres termes. Alors, elle est où la différence entre la politique de Joe Biden et les déclarations de Donald Trump ? Le président Trump a fait plus de choses pour Israël que n'importe quel autre président moderne. Je pense au déménagement de notre ambassade, à la reconnaissance du Golan, au plan de paix très crédible et bien sûr aux accords d'Abraham qui ont permis la coopération militaire à laquelle on vient d'assister. Mais il croit aussi fermement à la nécessité de résoudre les conflits. Il ne souhaite pas que les guerres s'éternisent. Si ça signifie qu'Israël doit agir rapidement et de manière forte pour ça, pour éliminer le Hamas, alors c'est ce qu'il conseillerait, je crois. Mais je ne peux pas parler en son nom. C'est une position très différente d'un cessez-le-feu qui permettrait aux bataillons du Hamas de continuer à exister. Ce serait prendre le risque d'un deuxième 7 octobre. Et c'est ce qu'on entend de la part du président Biden depuis une semaine. Ça sera ma dernière question, Mike Waltz. Vous êtes le premier béret vert américain à être devenu congressman. Vous avez des dizaines de milliers d'heures d'opérations dans le monde. Quel est votre regard d'abord sur les opérations de la division commando à Khan Younes notamment, et pourquoi la voix des anciens militaires comme vous n'est pas entendue ou peu entendue aux États-Unis ? D'abord, il faut distinguer les dommages collatéraux, les accidents qui se produisent en temps de guerre et qui malheureusement blessent ou tuent des civils. C'est déjà arrivé avec mes unités au combat, dans les forces spéciales, et c'est sans doute ce qui s'est passé avec la récente frappe sur le convoi de la World Central Kitchen, par exemple. Il faut différencier complètement ces incidents des actes commis par le Hamas, Daesh et d'autres groupes terroristes, qui eux prennent délibérément des civils pour cible et les torturent, sans parler du fait qu'ils enlèvent des gens et se servent de leur corps comme outil de négociation. Et je continuerai à faire cette distinction dans tous les médias où je prendrai la parole. Je pense que si vous parlez à la majorité silencieuse des Américains, ils comprennent qu'Israël fait tout son possible, ils savent qu'Israël n'a pas commencé ce conflit et que le pays est dans une situation très difficile. Israël essaie d'éliminer des dizaines de milliers de terroristes qui retiennent des otages, qui se servent des civils comme boucliers humains. Je pense que la grande majorité des Américains le sait, mais il y a aussi une frange très bruyante de la population, un groupe d'extrême gauche qui fait l'actualité et qui tente de se faire remarquer. Merci, Mike Waltz, d'avoir répondu à mes questions. Merci et bon courage aux Israéliens. Alors, on a parlé des États-Unis, maintenant on va parler de la Grande-Bretagne et leur rôle dans l'attaque iranienne. Tout à fait, puisque quelques heures après, le lendemain même, donc dimanche matin, ça a été confirmé par Londres qui a elle aussi intercepté. Alors le détail que l'on a, c'est qu'a priori, Londres a intercepté uniquement des drones et non pas des missiles balistiques et des missiles de croisière. Il faut savoir que d'ailleurs, quelques heures avant, durant le week-end, il y avait eu des avions supplémentaires de la Royal Air Force qui avaient été déployés justement dans cette région du Moyen-Orient parce qu'on savait, et la Grande-Bretagne savait et se préparait en cas d'attaque iranienne. Rishi Sunak, donc le Premier ministre britannique, a confirmé que l'aviation militaire britannique avait abattu plusieurs drones iraniens. On n'a pas plus de détails. Il a confirmé donc que les pilotes avaient abattu donc uniquement des drones. Une attaque iranienne qu'il juge dangereuse et inutile selon ses propres mots. Et il assure quand même que grâce à l'opération de la Royal Air Force, eh bien, ça a permis de sauver des vies en Israël et dans les pays voisins. Donc Londres a aussi participé et Londres appelle maintenant à la désescalade régionale qui s'impose d'urgence désormais selon les propres mots du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Alors justement, puisque vous parlez de la Grande-Bretagne, on va aller se rendre voir Chris Parry. Merci énormément, contre-amiral Parry, d'être avec nous, répondre à nos questions depuis Londres. Vous êtes ancien officier supérieur de la marine britannique. D'abord, votre regard, contre-amiral, sur le rôle de la Grande-Bretagne dans cette attaque iranienne. Je pense qu'on peut dire qu'on est très fiers d'être aux côtés de nos alliés et défaire ce qui est une attaque significative sur Israël. Évidemment, nous sommes aux côtés de gens qui partagent des intérêts, des valeurs et notre héritage et patrimoine. Et c'est au crédit de la Royal Air Force et de tous ceux qui ont aidé les États-Unis et Israël pour contrecarrer cette attaque. Contre-amiral, il n'aurait pas pu en être autrement sans l'aval des États-Unis. Est-ce que la Grande-Bretagne aurait pu prendre seule cette décision, par exemple ?
Certainement, la décision peut être prise politiquement d'impliquer la Royal Air Force et nos autres forces militaires pour aider Israël, mais nous n'avons pas les capacités qu'ont les États-Unis en termes de surveillance. Et évidemment, la force de feu, c'est aussi simple que cela. Je pense que quand nous avons nos avions qui sont rentrés en scène, nous pouvions ajouter beaucoup plus de poids à la défense d'un pays comme Israël ou ailleurs. Mais au fil du temps, nous n'étions pas en place et les seules choses qui étaient disponibles immédiatement, c'était nos avions basés à Chypre et ailleurs. Tout à l'heure, Océane Nicole, qui est journaliste à défense avec moi dans l'émission, me suggérait de poser la question à un général de brigade israélien selon lequel est-ce que la coalition internationale pourrait contre-attaquer contre l'Iran avec Israël. Est-ce que vous avez un avis favorable ou défavorable et vous dites c'est le problème d'Israël, nous étions là pour la défendre? Je pense qu'il y a beaucoup de choses en jeu aujourd'hui. Les policiers doivent prendre des décisions stratégiques. Évidemment, les militaires doivent faire des préparatifs militaires et techniques. Mon point de vue, si je devais conseiller quelque politique que ce soit, serait qu'Israël devrait laisser l'Iran en risque et pour qu'il ne puisse pas savoir quand et comment Israël va répondre. Il nous faut nous y préparer. Nous reconnaissons tous que la République islamique est une menace pour tout le Proche-Orient et pour le monde dans son ensemble. Donc, il faut absolument les dissuader. Nous devons résister à leur violence, politiquement et militairement. C'est une décision. Tant que les intérêts d'Israël, nos valeurs coïncident, nous pouvons toujours être là pour aider nos alliés. Je comprends à travers votre réponse que les avis sont partagés. Est-ce qu'on peut donc lire entre vos propos que vous dites que ce n'est pas une question de si, mais Israël doit bien répondre et contre-attaquer l'Iran, mais vous dites avec une certaine différence, pas dans l'urgence, dans la réflexion. Je pense que toute action militaire, il faut comprendre quel résultat vous voulez obtenir. Pendant la guerre des Falklands, eh bien, j'étais près de Madame Thatcher à un dîner pour remercier nos vétérans à l'époque et je me dis qu'est-ce que je vais dire à Madame Thatcher puisqu'elle est première ministre et c'est une femme puissante. Et je lui ai dit qu'avez-vous tiré comme leçon de cette guerre? Eh bien, elle m'a dit ce que j'ai appris. C'est que ce que je dois faire, c'est établir ce qui est nécessaire comme résultat politique d'une guerre et non pas les résultats militaires. Parce que moi, je suis responsable du politique et j'utilise les moyens militaires selon ce qui est nécessaire. Les politiques, parfois, se mélangent un peu entre les résultats militaires et les résultats politiques. C'est aussi simple que ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, je pense qu'Israël, de mon point de vue, doit maintenir l'Iran en attente, essayant de deviner ce qui va lui arriver. Évidemment, il faut penser aux groupes qui les représentent, les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, mais pour ce qui est de la tête du serpent, je pense que l'Iran ne sait pas que vous allez faire est beaucoup plus puissant que ce que vous pourriez faire finalement. Merci énormément, contre-amiral Chris Parry, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, on a parlé des États-Unis, Océane, on a parlé de la Grande-Bretagne. Maintenant, la France. La France qui a aussi participé à intercepter donc ces drones et ces missiles. Ça a été confirmé par Emmanuel Macron lui-même, le chef français, qui assure que la France a procédé à des interceptions de missiles et de drones. Stéphane Séjourné, également le ministre des Affaires étrangères, a publié un tweet. Là aussi, l'armée française a participé à des actions d'interception parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale et selon lui, l'attaque iranienne, elle concernait pas seulement Israël et elle mettait pas elle ne menaçait pas la sécurité d'Israël, mais aussi la sécurité de la région. On a peu de détails, peu de chiffres. Ce que l'on sait, c'est que il y a Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, qui a remercié la France et qui a dit que la France dispose de très bonnes technologies d'avions, de radars, et je sais qu'elle a contribué à patrouiller l'espace aérien. Ce que l'on sait aussi, et ça a été confirmé par Emmanuel Macron, c'est que ces interceptions, elles se sont faites par des avions de l'armée
armée française depuis le sol jordanien, puisque depuis 2014, il y a une base aérienne française qui est sur le territoire jordanien. Alors quand on parle de la Jordanie, on parle des pays arabes également qui ont participé. C'est la question qu'on va poser à Bastien Bory, notre correspondant depuis Dubaï. Bastien, merci d'être avec nous. Je parlais de la Jordanie. Un rapport de la presse a fait état du rôle des Émirats, notamment dans le partage de renseignements avec la coalition internationale. Vous n'êtes pas si certain? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires. Initialement, c'est vrai que le Wall Street Journal a publié cet article dans lequel il est écrit... Vous ne m'entendez pas? Allô, Mathias? Visiblement, un problème de son avec vous, Bastien. On va avoir le retour d'ici quelques instants. Je repose la question, peut-être que Bastien m'a entendu, concernant le rôle justement des Émirats arabes unis dans cette contre-attaque iranienne. Mathias, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement bien. Non, il faut dire qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires. Initialement, c'est vrai que le Wall Street Journal avait publié cet article dans lequel il était écrit que les Émirats et l'Arabie Saoudite avaient non seulement reçu des informations de la part des Iraniens avant que ces derniers n'attaquent Israël, mais qu'ils auraient aussi ouvert leur espace aérien aux avions de chasse occidentaux en représailles. Aussi, partager des informations radar avec les Américains sur la provenance, la destination et le type de missile qui allait être utilisé par Téhéran, et que cet échange d'informations des Saoudiens aux Américains s'était fait de manière secrète, autrement dit, contre la volonté des Iraniens. Donc j'ai contacté, dans les heures qui ont suivi l'attaque, le lendemain, le service de communication du palais présidentiel ici à Abu Dhabi, ainsi que l'agence de presse WAM, qui est l'organe de presse répondant directement à l'autorité du gouvernement émirati. Et d'un côté comme de l'autre, tout ce que contient cet article du Wall Street Journal m'a été démenti. Donc, en mettant tout ça au conditionnel, est-ce que les monarchies du Golfe auraient intérêt à partager de telles infos avec les Américains, quitte à trahir les Iraniens? Oui, mais à condition évidemment que les Iraniens ne la prennent pas. Les Saoudiens et les Émiratis ne veulent surtout pas être impliqués dans cette guerre à Gaza, et ils seraient là parfaitement dans leur rôle de pays neutre, entre guillemets, avec ce genre d'opportunité de dialoguer à la fois avec Téhéran et Washington. Maintenant, les Iraniens ont-ils vraiment averti Riyad et Abu Dhabi en amont? Probablement, mais sans partager d'informations précises au niveau balistique, par exemple. Simplement en les rassurant sur le fait que la péninsule arabique ne serait pas affectée d'un point de vue militaire, d'un point de vue physique, par cette attaque. La vraie question, c'est est-ce que l'idée d'une alliance stratégique internationale, régionale avec ces pays arabes est remise en question, ou elle fait toujours débat? Là encore, puisque les pays du Golfe ont démenti avoir aidé les États-Unis et par ricochet Israël à se défendre contre ces missiles iraniens, on peut en conclure aussi que cette idée d'alliance est potentiellement fausse. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'idée d'une OTAN à l'échelle du Moyen-Orient, qui ne s'appellerait pas l'OTAN évidemment, mais une sorte d'alliance militaire à caractère défensif qui inclurait donc Israël et les pays arabes du Golfe, ça c'est une idée qui existe et qui existe toujours. Israël pousse d'ailleurs pour vendre ses technologies de défense aérienne aux Émirats, au Bahreïn, et avec succès. Il y a beaucoup de matériel qui a été acheté, ce qui permet, dans une certaine mesure, aux Israéliens d'avoir ici un œil sur l'Iran, à quelques kilomètres là, des côtes iraniennes, un petit peu comme ce qui se passe en Azerbaïdjan, avec beaucoup de matériel israélien qui se trouve là-bas aussi, à la frontière donc avec l'Iran. Mais la différence, c'est que dans le Golfe, on temporise. Et ça, c'est un mauvais timing pour Israël, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats sont des pays assez jeunes, voire très jeunes, qui viennent, cela dit, de passer, entre guillemets, le stade de l'adolescence, et qui sont entrés dans un moment de leur existence où ils ne ressentent plus le besoin de jouer les rebelles contre les Iraniens, ni contre les Russes, ni contre les Chinois. Du point de vue saoudien, par exemple, la signature d'un traité de paix avec Israël, une fois la guerre à Gaza terminée, suffira. Pas besoin d'OTAN. Donc même si cette OTAN du Golfe est, oui, certes potentiellement réalisable d'un point de vue militaire, puisque le matériel militaire ici est essentiellement américain et donc déjà compatible de facto avec les technologies israéliennes, y compris le dôme de fer, malgré ça, cette alliance dont vous parlez est politiquement au point mort.
Merci Bastien Bory. Bon courage d'ailleurs parce que faites face actuellement à Dubaï à une tempête quasiment du jamais vu. Donc merci d'avoir répondu et soyez vigilants. Merci Mathias. Alors on poursuit cette émission de défense avec ce reportage qu'ont tourné les journalistes Ouad Remo et Elad Simchayov en plein cœur de Malmö. Ça se passe en Suède, quasiment la base arrière du Hamas finalement et des frères musulmans. Vous allez voir des propos qui choquent en plein cœur de l'Europe occidentale, de la Scandinavie. Regardez cet extrait de reportage et on en parle juste après avec l'un des deux journalistes. Malmö est, de toutes les villes de Suède, l'une des plus classiques. L'architecture y est gothique, l'histoire nationale est celle des Vikings. À seulement quelques minutes du centre-ville, vous êtes déjà en Orient. إسرائيل في هاي الخريطة؟ ما في إسرائيل؟ بس فلسطين؟ On pourrait être trompé par ce que l'on voit, mais nous sommes bien en Suède et à Malmö, qui est une sorte de bulle. La Palestine est vraiment mise en avant, y compris dans les vitrines. Regarde, ici il y a un drapeau palestinien. Nous pourrions vraiment être au centre de Ramallah, à Gaza ou au Caire, ou encore à Damas. Que veulent-ils? Ils veulent imposer leur souveraineté au monde, et ils vous le disent. Nous sommes là pour être les maîtres du monde. C'est pour cela qu'ils prennent le contrôle de tout ce qui se présente à eux. ولك بحياتها ما صارت بالدنيا كلها ما صارت. انا حكيت لك انه المجزره بلشت في مع حماس. ايش؟ ذبحوا حماس ذبحوا. انتوا على طول انتوا بتقلبوا الحق باطل. انتوا جماعه باطل. انتوا الله لما خلقكم انتوا باطل، خلقكم على الباطل. انتوا باطل جماعه باطل. انتوا حرام يكون لكم وجود اصلا في الدنيا. Comment réagissent les autres Arabes dans le monde ailleurs qu'en Europe à ce qui s'est passé le 7 octobre? En ce qui concerne toutes les violences qui ont été commises, et les viols particulièrement, personne n'en a parlé dans le monde arabe. D'autres disent que ce sont des actes héroïques. Les gens savent qu'il y a eu de nombreux viols. Quand vous leur montrez la vérité, ils se sauvent, ils s'en vont, ils fuient la discussion. Ils ont peur que leurs mensonges se désintègrent. Si vous leur montrez des vidéos, ils vous diront qu'elles sont fausses, que ce sont des fake news. بس شفت اللي صار في 7/10 شفت؟ شو رايك عنه؟ راينا هذا بدي اقول لك تعرف شو مشروع؟ مشروع. احنا بالنسبه لنا الشعب الفلسطيني مشروع ويتعب يخبطونا باليمين وباليسار ما حدا سال علينا. ليش بس خبطناهم خبطه صغيره؟ قامت قتل 1200 واحد، اغتصابات، قتل نسوان، قتل مدنيين، دخول على بيوت مدنيين، كله مشروعي. انت عن مين عم تقصد هلا؟ عن حماس اللي عملوا حماس. حماس لا قتل. لا قتل. ما قتل ولا اغتصب وهذا الحديث كله عاري عن الصح. كله كذب. كله كذب. رعاية. حماس أخذ أسرة على عيني وراسي ليبدل بالأسرة اللي عنده. أما قتلوا ذبحوا واغتصبوا. Que disent les gens rencontrés sur le marché de Malmö par rapport à ce que l'on entend à Gaza ou dans les territoires? Quel est le degré de haine et de l'extrémisme rencontré ici d'après toi? C'est tout simplement incroyable. C'est beaucoup plus haineux que ce que tu entends dans les territoires habituellement. Ils parlent de guerres existentielles et non de conquêtes. Ils répètent qu'Israël n'existe pas et qu'à la fin nous disparaîtrons. Ils sont persuadés qu'ils pourront un jour revenir chez eux, comme ils disent. Le niveau de l'extrémisme ici est très fort et très violent. L'une des raisons est qu'il n'y a aucun contact entre les communautés. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que ceux qui sont partis il y a des dizaines d'années sont aussi extrémistes que les jeunes Palestiniens d'aujourd'hui, et peut-être même plus encore. Intifada revolution! Intifada revolution! Palestine will be free! Very clear.
Il faut bien comprendre qu'en Suède, le Hamas fait partie des 3 mouvements religieux musulmans les plus puissants. À un certain moment, les gens nous reconnaissent et comprennent que nous sommes israéliens. Les policiers prennent position et la confrontation commence. Alors, je vous disais justement à l'instant qu'on va retrouver l'un des journalistes présents à Malmö, Elad Simchaïov. Merci, vous êtes le correspondant de la 12e chaîne de télévision israélienne généralement en Europe. Là, vous êtes situé à Londres. On s'est arrêté sur le reportage où vous vous mettez finalement entre l'un des personnes qui attaquent votre équipe. À un moment, c'est quoi? C'est de la peur? Quel est votre sentiment face à ces personnes-là qui vous veulent du mal? Ça se voit. Mes collègues et moi, nous étions juste en pleine rue à Malmö, en face de la Malmö Arena, là où se déroulera l'Eurovision au mois de mai. Nous parlions entre nous en hébreu lorsque cette personne, j'ai découvert plus tard que c'était un migrant syrien, il est venu, il nous a craché dessus, il nous a insultés et vraiment il s'est approché très près de nous. Et il était assez menaçant. Nous ne savions pas qu'il avait un couteau parce que c'est un ouvrier dans la construction. Donc tout ça, c'était assez inquiétant, effectivement. C'était une solution qui nous a mis assez mal à l'aise. Mais je dois vous dire qu'il y a eu plusieurs autres expériences à Malmö qui, de mon point de vue, m'ont vraiment inquiété. Pas peut-être au niveau de cette rencontre-là. Elad Simchaïov, depuis le 7 octobre, vous êtes confronté quasiment, puisque vous êtes envoyé par la 12e chaîne de télévision, à quasiment toutes les manifestations anti-israéliennes en Europe. C'est impossible d'être israélien aujourd'hui en Europe occidentale ? Je pense que cela devient de plus en plus difficile, en tout cas. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est de plus en plus difficile. Moi, en tant que journaliste, j'ai couvert des manifestations anti-israéliennes depuis 11 ans. Et il y avait des temps où la situation était un peu plus compliquée, mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus agressifs. Les gens ne veulent absolument pas dialoguer, me parler lorsqu'ils découvrent que je suis journaliste israélien, que je travaille pour une chaîne israélienne. C'est quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Et ce qui est très intéressant en Europe en tant qu'Israélien, parfois en tant que Juif, c'est que la sensation est différente depuis le 7 octobre. D'abord, on voit une poussée sans précédent dans les actes antisémites. On le voit à Londres, à Paris, partout sur le continent. Et il y a aussi une crainte qui est associée avec la vie des Juifs, des Israéliens en Europe, qui n'existait pas auparavant. Les Juifs en Europe, malheureusement, avaient toujours une certaine crainte depuis des siècles. Mais je pense que depuis le 7 octobre, le niveau de haine, le niveau d'agressivité, les textes qu'on peut entendre. Vous savez, quand j'étais à Malmö, nous étions dans un des marchés de la ville, un marché qui est au cœur de la ville, et les gens nous ont vus avec la caméra et n'ont pas hésité à dire devant la caméra que les Juifs sont des enfants de cochons et de singes. Des gens ont dit « je vais m'assurer qu'aucun Juif ne restera vivant » et ils l'ont dit face à la caméra. Ils savaient que cela serait diffusé. Donc ce niveau de haine, ce niveau d'agressivité, c'est quelque chose qu'on pouvait voir ici ou ailleurs avant, mais depuis le 7 octobre, cela fait que la vie des Juifs et des Israéliens en Europe devient de plus en plus compliquée. Et là, lorsque je couvre par exemple des événements spéciaux militaires comme le salon Eurosatory en France, je suis protégé parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens autour de moi, il y a des gardes de sécurité, il y a de la police. Lorsque vous êtes dans la rue, vous faites comment pour vous protéger? Est-ce qu'il y a des... Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manières de se comporter, de ne pas répondre au téléphone en hébreu, par exemple?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'une des choses que nous avons faites à Malmö, c'est qu'on avait on a eu une caméra cachée. On est entré dans la plus grande mosquée de Malmö. On a parlé à des gens qui étaient rassemblés et à des personnels de sécurité. Alors, on n'a pas dit effectivement qu'on était israélien et juif juste pour nous protéger. Ça, c'est une manière, c'est de ne pas révéler son identité. Bien sûr, lorsqu'on était en public, à côté d'agents de police, on était plus en sécurité. Mais c'est évident qu'on adopte des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques dans cette période troublée. Et on ne dit pas toujours d'où on vient lorsque les gens le demandent. Et je dois dire qu'à titre personnel, lorsque je suis présent dans des manifestations anti-israéliennes en Europe, lorsque j'ai le sentiment que les choses sont un peu trop, la situation est trop tendue ou agressive, eh bien, je m'éloigne, je m'en vais. C'est bien dommage, bien sûr, parce que je suis là pour couvrir et pour montrer aux Israéliens et au monde ce qui se passe dans les rues européennes. Mais relativement souvent, j'estime que ma sécurité n'est pas assurée et donc je m'éloigne. Donc voilà, certaines des méthodes que nous utilisons, il suffit d'une personne qui fasse preuve de violence pour mettre en danger votre travail en tant que journaliste et j'essaie d'éviter bien sûr le plus possible ces situations. Ce qui est terrible, Elad, c'est que vous êtes en train d'essayer de trouver des termes relativement politiquement corrects pour dire que un journaliste israélien n'est presque plus le bienvenu en Europe. Ah, ça c'est certain. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on ait besoin d'être politiquement correct. On peut le dire très clairement. Les journalistes israéliens, les journalistes juifs qui couvrent ces manifestations anti-israéliennes sont en danger. Pas forcément un risque de violence, mais d'être arrêté, qu'on lui crache dessus. J'ai posté une photo alors que je couvrais une manifestation en dehors de la Cour internationale de justice à La Haye, et j'étais dos à la caméra. Et on voit plein de taches blanches sur la caméra et on peut voir très clairement que ce sont des crachats. Avec des dizaines de personnes des dizaines de manifestants qui ont craché sur la caméra. Donc, alors, ça n'est pas quelque chose qui vous met en danger, mais je dois vous dire, à titre personnel, lorsque vous êtes au cœur de ces manifestations et qu'on essaye de digérer ce qui s'est passé, ça n'a rien d'amusant ou de drôle. C'est effrayant, c'est déprimant. Et encore une fois, cela fait plus d'une dizaine d'années que je couvre ce type d'événements en Europe et c'est quelque chose de sans précédent. Force est de constater que finalement, vous confirmez, ça sera ma dernière question, bien évidemment, on ne se sent jamais plus en sécurité qu'à la maison, c'est-à-dire chez vous en Israël. That's a good question. Alors ça, c'est une excellente question. Une grande partie des Juifs de diaspora ont un sentiment une vision un peu romantique d'Israël. Et lorsque les choses deviennent de plus en plus dangereuses en Europe, c'est une sorte de police d'assurance que d'avoir Israël qui existe. Mais j'ai parlé à de nombreux Juifs et à de nombreux membres de communautés juives au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Suède. Dans de nombreux pays d'Europe, ce concept-là, c'est quelque chose qui s'est un peu brisé après le 7 octobre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, si les Israéliens ne sont pas capables de se défendre d'eux-mêmes, vous savez, à 40 minutes de Tel Aviv, l'armée n'a pas pu les protéger, comment est-ce qu'on peut attendre qu'Israël puisse nous protéger, nous qui sommes à des milliers de kilomètres ? Et beaucoup de gens qui pensaient à faire leur alia à cause de l'antisémitisme en Europe, eh bien, ils se disent, eh bien, Israël, ça n'est pas si sûr que cela. Il y a cette guerre en Israël. On a vu en début de semaine l'Iran qui a attaqué Israël avec ses centaines de missiles. Donc, les gens sentent que tout en quoi ils croyaient, la force des Juifs d'Israéliens, tout ça a changé. De manière générale, je dirais
que ces derniers 6 mois et ces dernières semaines ont été vraiment difficiles pour les Juifs à travers le monde et plus particulièrement ici en Europe. Après, entre le marteau et l'enclume. Merci infiniment, Elad Simchaïov, correspondant de la 12e chaîne de télévision israélienne depuis Londres, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors on change complètement d'univers, on se revient en Israël, à Kfar HaNokdim, où on vous retrouve Déborah Benayoun. J'ai reçu il y a quelques semaines de cela le responsable de l'association de Tzahal pour les veuves et les orphelins. Et là, eh bien, vous êtes avec eux justement, ils organisent une sorte de camp d'été en pleine période de guerre pour ces enfants et pour ces veuves. Racontez-nous. Bonjour Mathias, un petit mot d'abord sur cette organisation des veuves et des orphelins de Tzahal qui existe donc depuis 1991. Son objectif, eh bien, c'est de soutenir à vie les veuves et orphelins de toutes les guerres. Et pour cela, eh bien, l'organisation les accompagne notamment sur le plan financier, notamment grâce à des bourses d'études pour les enfants, mais elle les accompagne également sur le plan psychologique. Alors évidemment, le 7 octobre et la guerre qui se poursuit actuellement a vu les chiffres du nombre de veuves et d'orphelins littéralement exploser. Le 6 octobre, il y avait 372 enfants orphelins membres de l'organisation et aujourd'hui, ils sont plus de 800, donc les chiffres ont même doublé. Quant aux veuves, eh bien, elles sont 230 de plus depuis le 7 octobre. Il y en avait eu seulement, si l'on peut dire, 20 lors de la guerre de 2014. Au total, l'organisation s'occupe de plus de 8200 veuves et orphelins. Alors, l'organisation propose également tout au long de l'année des activités, notamment des camps pendant les vacances. Comme vous le voyez, il y a énormément d'enfants derrière moi qui sont donc en train de manger. Je suis donc à Kfar HaNokdim où se déroule ce camp pour aider les 270 participants à se ressourcer. Ce camp qui a même failli ne pas avoir lieu. Il avait été annulé à cause de l'attaque iranienne, mais les organisateurs ont tenu quand même à le maintenir. Et là, je suis donc avec Moran Israël qui va me rejoindre. Elle a perdu son mari le 27 octobre. Bonjour Moran. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important pour vous de participer à ce camp? La Eh bien, c'est important pour nous, surtout pour les enfants, ce camp. L'objectif, c'est qu'ils s'intègrent dans le groupe d'enfants qui sont comme eux, qui ont passé les mêmes choses qu'eux, qui ont vécu les mêmes choses qu'eux. Et donc, pour qu'ils puissent en fait vivre ces moments d'union ensemble, avec des enfants qui ont les mêmes genres d'histoires et qui puissent ainsi s'intégrer. Oui, mon époux était lieutenant-colonel Maïdan Israël. Il était à l'armée depuis 17 ans maintenant en service. Il était officier logistique et il a été le commandant de la logistique du commandement Sud. Il travaillait jour et nuit, 24 heures sur 24 depuis le début de la guerre. Et après 2 semaines et demie, il est sorti pour se reposer et malheureusement, il a été tué dans un accident de la route. Il a consacré toute sa vie à l'armée depuis ses 17 ans, tout pour son pays. Et c'était important pour lui. Et pendant la guerre, cette situation était pour lui extrêmement terrible. Et il a voulu faire tout ce qu'il pouvait. Et il travaillait à 360%. Et voilà. En ce qui concerne les enfants, est-ce qu'on peut parler un peu avec eux? Est-ce qu'ils peuvent nous dire peut-être quelque chose? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi tu es là, toi? C'est important parce que c'est important pour papa et tous ceux qui ont été tués dans la guerre. Et pour toi? Pourquoi tu es content d'être ici? Je sais pas, moi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Ce que je préfère, c'est que demain, on verra le lever du soleil. Tu as rencontré d'autres enfants? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est top? C'est bien? Ouais. Et c'est bien d'être aussi avec maman, c'est top, gam liot mima? Ça aussi, c'est bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à Trotsa Oulay Leosif Macho? À la camp Beklali?
Je tiens à dire que cette organisation est formidable et qu'ils nous font sentir à la maison et ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous. Alors merci à tous ceux qui organisent ça et qui travaillent. C'est pas évident du tout. Et avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Am Israël Chai. Merci beaucoup. Voilà, merci. Mathias, vous voyez donc cette maman qui participe avec ses enfants à ce camp. On sent comme un moment un peu suspendu au milieu du désert ici. L'important évidemment c'est la résilience de ces familles qui vivent des moments difficiles mais pendant 3 jours peuvent peut-être un petit peu oublier ce quotidien si difficile qu'elles vivent depuis le 7 octobre. Merci. Merci Déborah pour ce moment plein de vie et d'émotion. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. On souhaite à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices bien évidemment de jours meilleurs et surtout de bonnes fêtes de Pessah qui vont arriver. Et donc on se retrouve très rapidement, très vite dans notre magazine Défense.